Un grand prédateur, c'est une espèce qui n'a pas de prédateur à l'âge adulte. Donc les jeunes, évidemment, peuvent être prédatés par d'autres espèces. Là, nous allons nous intéresser aux prédateurs terrestres. On va laisser de côté ce qui peut se passer dans l'eau, les mers ou dans l'air. On parle donc des trois espèces que sont le lynx, le loup et l'ours. Et on va commencer par un petit point, c'est que dans nos paysages, la première grande paire de biodiversité a probablement été celle des très grands herbivores qui étaient nombreux dans les interglaciaires précédents et dans les périodes chaudes et les périodes froides. Et au dernier réchauffement glaciaire, ces espèces ont connu un recul très marqué pour deux raisons conjointes. L'homme s'en est occupé, il en a réduit le nombre. Et puis la forêt est colonisée avec une dynamique forestière évidemment importante avec le réchauffement post-glaciaire. Si je parle de ça, c'est la clé, ou une des clés majeures des équilibres biologiques et de l'hétérogénéité, c'est l'action des herbivores sur la végétation. Alors encore un mot sur les herbivores, puisque vous le savez, les grands prédateurs ont fait un retour depuis plusieurs décennies assez spectaculaire. C'est le fait qu'on a perdu les très grandes espèces qui ont été relayées par l'élevage, ce qui pose évidemment plein de questions aujourd'hui avec la présence des grands prédateurs, mais pour ce qui concerne la faune sauvage, et ça a été un levier de leur retour, il y a deux leviers. Le premier, c'est donc les grands herbivores et le retour des grands herbivores, essentiellement organisé par le monde de la chasse de l'après-guerre, alors qu'à la Révolution française, nous avions une abolition des privilèges dont la chasse, qui avait conduit à la régression de manière extrêmement importante de toutes ces ressources, aujourd'hui clés pour le retour de ces grandes espèces. Donc là, vous avez deux cartes qui présentent le cerf en France, à gauche en bleuté foncé en 1900 et aujourd'hui en grisé, puis à droite l'expansion. L'expansion est vraiment importante. C'est une recolonisation qui s'est faite depuis les années 60 par un programme de réintroduction. Donc vous avez sur cette image les trois espèces qui dominent en plaine. Il y a évidemment toutes les autres espèces de montagne. Et vous voyez, on va pas faire un dessin avec les plans de chasse, l'évolution des espèces, c'est assez spectaculaire. Donc on a deux grands phénomènes concomitants, et c'est valable pour tous les pays de l'ouest de l'Europe et dans d'autres régions du monde. C'est la ressource en proie qui s'est rétablie, avec parfois des effectifs qui sont devenus assez importants et qui posent aussi des problèmes économiques, comme peuvent le poser les prédateurs, on le verra. Et puis le deuxième élément très important, c'est tout simplement la protection de l'espèce, des trois prédateurs qui sont trois espèces protégées sur notre territoire. On va commencer par le lynx, avec cette première page qui montre plusieurs éléments. À gauche, la carte qui présente une régression qui a été peut-être parmi les trois la plus importante en superficie ou en nombre en tout cas de pays occupés. Donc le lynx a connu une régression ancienne qui commence à la fin de l'époque médiévale dans nos plaines, qui passe par les Vosges au milieu du XVIIe, Massif central et le Jura 200 ans plus tard, et qui se termine avec la perte de l'espèce dans les Alpes au début du XXe, dans les Pyrénées au milieu du XXe siècle, il n'y en a plus aujourd'hui, et donc un retour lié à des réintroductions. Alors la carte du milieu montre une répartition assez récente de l'espèce. Ce qui est assez remarquable, c'est de voir le travail considérable des réintroductions qui ont été engagées, à peu près 18 programmes de réintroduction portant sur plus de 200 lynx déplacés pour cela, des programmes qui ont eu lieu en Pologne, au moins 5 en Allemagne, en Croatie, en Italie, en France, un aussi dans les Vosges, et ça donne donc cette répartition aujourd'hui où on a un retour de l'espèce. À droite, la carte récente en France montre que la grosse population est celle du Jura, partagée avec la Suisse, mais en gros, on en a quand même les deux tiers de notre côté. Il est présent dans les Alpes. Première réintroduction suisse, de 71 du côté alpin ont débordé très vite chez nous, 74 du côté du Jura. La présence dans les Alpes est plus complexe à comprendre parce que dans le Jura, vous avez une présence de l'espèce qui est liée au grand massif forestier continu. L'espèce dans nos régions est très très forestière et sort assez peu dans les milieux ouverts. Donc, par contre, dans les Alpes, c'est plus difficile à comprendre parce que on n'a pas ces massifs forestiers continus, on a des continuités forestières qui sont liées à l'organisation des vallées et leurs expositions.
Mais l'espèce descend jusque dans le Var, par exemple à Canjouers, ou dans la région de Digne. Il y a eu des données jusque dans ces zones des Alpes du Sud et du Haut de la Provence. Alors, quelques mots sur l'animal. C'est pas énorme un lynx, hein, ça fait à peu près le poids d'un chevreuil, une femelle un peu plus légère. Je vais vous donner la comparaison avec le chat forestier, qui est nettement plus petit, bien évidemment, pas forcément beaucoup plus gros que le chat domestique, avec quelques caractéristiques, les anneaux noirs bien fermés sur la queue, la ligne dorsale qui s'arrête à la naissance de la queue, les pieds noirs, les tarses, des marques à la nuque, les peu rayés, les raies qui ne se rejoignent pas à la ligne dorsale. Donc le lynx avec ses taches, les pinceaux noirs sur la tête. Ici, pour repérer la ligne noire de l'écran, c'est sur un passage faune. Vous avez ce lynx qui passe et exactement à la même distance, ce chat forestier. Donc vous pouvez voir les différences de taille importantes entre les deux. Les lynx s'identifient très bien avec les taches comme ça se fait sur beaucoup d'autres espèces, des reptiles, des mammifères marins, des mammifères terrestres, enfin beaucoup d'espèces ont la possibilité d'être identifiés de manière fiable. Et quelques mots sur les traces, c'est pas inintéressant. Vous avez la trace classique des grands félins avec le doigt côté interne qui est plus gros. Donc, si vous regardez la trace de gauche, vous voyez le doigt interne qui est celui de droite, donc c'est un pied gauche. Et puis sur la trace qui est montrée à droite, alors vous avez deux pieds droits, le pied avant et le pied arrière. Ici, normalement, le lynx marque pas les griffes, mais quand il grimpe, ben, ça arrive que les griffes sortent. Ici, vous avez la comparaison avec, c'est mis à l'échelle entre loup, lynx, chat et renard. Donc vous retrouvez ces différentes formes, on les qualifié avec leurs traces allongées, la forme très ronde du lynx et surtout cette dissymétrie de l'empreinte qui est très caractéristique des félins, avec une trace ronde, mais surtout un doigt interne qui est plus gros que l'autre, donc quand vous regardez les deux doigts qui sont de part et d'autre de la trace. Le lynx est un carnassier 100% et donc il va capturer des proies qui sont très classiquement chevreuil et chamois. Il va évidemment de temps en temps pouvoir capturer des lièvres et des renards, d'autres espèces évidemment, mais c'est les espèces principales de ce prédateur qu'il va trouver dans tous les lieux où il se trouve. Je vous montrais tout à l'heure les évolutions d'effectifs très impressionnantes des ongulés. C'est des choses très comparables en montagne, avec les ongulés de montagne d'ailleurs qui sont difficiles à séparer des ongulés de plaine, puisque vous avez des cerfs qui croisent les bouquetins dans les Alpes et que certains chamois descendent dans les oliviers en Provence et colonisent aussi la Bourgogne, par exemple. Quelques points clés sur le lynx. Vous avez donc eu ces 18 programmes de réintroduction avec des dates qui s'échelonnent des années 70 à des dates beaucoup plus récentes en Allemagne. Pour reprendre la présence du lynx en France, on peut difficilement donner un effectif, mais très probablement c'est au-dessus de 100, peut-être que c'est 150, c'est difficile de le dire, mais ce qui est intéressant, c'est que globalement, 80% des lynx présents en France sont dans le Jura et qu'on porte une responsabilité plus importante en termes de surface du massif que la Suisse. C'est évidemment partagé avec nos voisins suisses. Je vous précisais que dans les Vosges, ça revient avec le Palatinat, mais c'est vraiment encore très faible, et que dans les Alpes, c'est plus compliqué de bien comprendre la présence de l'espèce du fait de l'organisation des forêts très différentes, et certainement donc de comprendre par exemple comment s'organisent les territoires des individus. Lynx, c'est un animal territorial avec des territoires de superficie importante. On est entre 100 km² pour les petits territoires à presque 300 pour les plus grands, et donc des densités qui ne sont pas élevées, évidemment, qui sont évidemment aussi liées aux ressources, de toute façon, toujours. Il n'y a que nous qui arrivons à vivre au-dessus de nos moyens, et donc les carnivores peuvent vivre avec des densités qui sont forcément conditionnées par ces ressources. Donc vous voyez que dans le Jura, des densités ont été mesurées entre 0,7 et 2,6 lynx au 100 km². On est souvent autour de 1, en fait. Hein. Un lynx pour 100 km². Pour donner une autre image, vous dépliez les anciennes cartes au 25 millième qui représentent une surface importante, et bon, en gros, vous avez un lynx dessus. Ça donne aussi une autre idée qui est pas mal pour se rendre compte que c'est une espèce qui est en densité forcément peu élevée, mais c'est tout à fait normal. Donc, nous avons une reproduction en Bourgogne, en Côte d'Or, en 2022. Les lynx ont plutôt tendance à coloniser au bord de la zone de présence de l'espèce,
Et donc, ça fait un peu comme une tache d'huile qui s'étend, et de temps en temps, quelques individus vont disperser plus loin, avec les plus longues distances connues qui peuvent dépasser 200 km, qui concernent davantage des mâles que des femelles, ce qui fait que de temps en temps, on peut avoir des colonisations assez intéressantes, comme ce qui a pu se produire en Bourgogne, puisqu'il faut évidemment qu'il y ait un mâle et une femelle qui aient la même idée et qui arrivent dans des endroits où ils arrivent à se rencontrer. Du point de vue des dommages, on va le voir avec les deux autres espèces, c'est très limité pour le lynx. On est entre 50 et 100 brebis ou chèvres pour l'essentiel tuées par an. Il y a un point qui est important, c'est la localisation des élevages, parce qu'il y a eu au début des années 80, il y a eu pas mal de conflits dans le Bugey, dans le sud du Jura, et en fait, il y avait des foyers d'attaque et on s'est vite rendu compte que peut-être certains individus avaient tendance à aller sur les brebis, mais il y avait un autre facteur qui était plus important encore, c'est les enclaves de prairies en forêt. Le lynx, je vous le disais, sort assez peu des massifs forestiers, ça arrive bien évidemment, mais il a tendance à rester dans le couvert forestier et lorsqu'il sort pour la chasse, il ne va pas très loin des lisières. Et donc évidemment, un troupeau qui se retrouve enclavé dans une lisière avec la présence du prédateur, c'est une occasion de dommages concentrés. Et là, c'est lié au paysage. Passons à l'ours. Alors, je vous disais du lynx que la régression en aire de répartition avait été probablement la plus spectaculaire et puis une régression déjà très ancienne. Alors, l'ours a peut-être régressé encore plus anciennement et par contre, l'aire de répartition a été moins affaiblie que les lynx au minimum historique, puisque des lynx, il n'y en avait plus en Italie et en Espagne, et dans les Pyrénées, quand il a disparu. Par contre, vous voyez ici que pour l'ours, on a une présence, évidemment, sur l'ensemble de la Scandinavie, l'ouest de la Russie, les Carpates, mais vous voyez Bulgarie, l'ensemble des Balkans, même la Grèce, et donc la population qui est restée en Italie et en Espagne. À droite, vous avez quelques estimations d'effectifs qui donnent une idée approximative des populations en présence. Donc on a la plus grosse population est celle des Carpates. Après, ce sont des populations assez modestes, sauf la population des Asturies qui commence avec une protection efficace. Et puis le temps qui passe, et bien, se finit par atteindre des effectifs qui commencent à être assez significatifs pour nos régions de l'ouest de l'Europe, bien sûr, rien à voir avec les populations d'Europe centrale, mais il y avait moins de 100 individus au milieu des années 90 et aujourd'hui il y en a plus de 300. Quoi. Alors prenons des cartes produites par Pays de l'Ours à dette pour la situation récente dans les Pyrénées. A priori, dernier pointage, 83 individus, bon c'est l'ordre de grandeur, plus de 80, une présence le long de la chaîne assez structurée, avec davantage d'individus plutôt sur le noyau qui est à l'est, et puis on a de l'autre côté le Béarn et des individus qui se déplacent entre les deux, et évidemment du côté espagnol aussi. Alors tout cela a été rendu possible par une série de réintroductions, comme vous le savez sans doute, hein, les ours ont bien failli disparaître, il n'en restait vraiment plus grand-chose avant la première réintroduction de 1996. Le dernier ours des Pyrénées centrales, lui, avait disparu 91 ou 92. Et donc, on a eu une série de réintroductions qui se sont faites, vous avez les dates à droite, et qui ont permis le retour de cette population. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder tous les événements qui ont parsemé la difficile évolution des ours dans les Pyrénées avec des tensions élevées. Peut-être un point de vigilance très important, 90% des ours qui sont actuellement vivants descendent de deux femelles et d'un mâle. Alors évidemment, on doit se poser la question du risque génétique. C'est pas évident de faire le tour de ce sujet quand on sait que beaucoup de populations dans le monde ont été récupérées à partir d'effectifs extrêmement faibles et que ces populations sont toujours là et que leur diversité génétique, elle n'est pas forcément complètement explorée ou pas de manière très suffisante pour vraiment pouvoir caractériser le risque. Pensez par exemple au bison d'Europe qui est reparti à partir d'un pool d'individus qui était, je crois, de moins de 5 individus. Aujourd'hui, les bisons sont assez nombreux et dans beaucoup d'endroits. Donc, bon, on ne va pas comparer les ours et les bisons, mais simplement, il y a de toute évidence
un point de vigilance. Et de toute évidence, alors que l'État français s'était engagé à réintroduire les derniers ours perdus, une réintroduction vraiment serait bienvenue et très nécessaire. L'ours est une espèce beaucoup moins carnivore que les deux autres grands prédateurs que nous avons, hein. En France, vous le savez certainement, consomme énormément de végétaux, que ce soit des tubercules, de l'herbe tout simplement. On le voit paître dans les prairies en mai-juin. Et puis beaucoup de fruits. Donc là, vous avez un éventail de quelques espèces que l'ours consomme, avec peut-être une mention particulière pour les faines, parce que dans les hêtraies, c'est une production qui peut être importante et surtout qui est disponible jusque tard dans l'hiver. Par exemple, cette photo prise en juillet, les crottes d'ours composées de faines sont très solides, donc elles tiennent longtemps sur le terrain, et c'est des faines qui pouvaient avoir été consommées jusqu'au mois de mai, par exemple. C'est ce qui est observé fréquemment dans les Asturies. Et puis, nous avons cette consommation avec beaucoup de fruits qui sont liés aux activités humaines, donc les pommiers par exemple. Évidemment aussi, les ruches, c'est bien connu, ils aiment le miel. Voilà, l'illustration d'un animal qui est en fait très végétarien. Ça va presque jusqu'à 90% de son régime. Et cet animal est évidemment aussi un charognard très efficace. Alors, probablement pas un prédateur très efficace, bien qu'il est possible que des ours puissent tuer des ongulés dans certaines conditions. Mais ici, ce cheval, il est mort pour une autre raison. Et évidemment, ça va être une ressource importante pour plein de nécrophages. D'ailleurs, il est très important de considérer l'importance biologique des cadavres et l'aberration que consiste l'élimination des cadavres en milieu naturel pour des raisons soi-disant sanitaires, quand ce sont des cadavres, par exemple, d'animaux mis en pâture dans des espaces naturels protégés, où on n'a pas vraiment de risque sanitaire, ou en tout cas, il y a un minimum de contrôle qui permet de dire. Et se priver des cadavres, c'est se priver d'un pan de biodiversité extrêmement important. Donc là, l'ours est un animal qui va plus facilement que le loup dans les zones où ça peut être suivi par des pièges photos, consommer les charognes, que le loup aussi va exploiter. Un point important aussi, c'est que ours et loup sont les premières espèces à être capables d'ouvrir la peau un peu dure d'un cheval mort ou d'une vache morte, ce qui fait qu'en gros, ça ouvre la boîte pour les autres carnivores qui vont ensuite s'occuper de ces cadavres. On va avoir toute une série d'animaux qui vont en profiter. Donc là, vous avez sur cet autre cheval une meute de loups qui va le consommer, mais vous voyez très rapidement, un vautour arrive, l'animal a été ouvert, et là vous avez même un putois qui vient consommer. Ça arrive aussi avec la martre. Évidemment, les renards, les blaireaux, enfin, énormément d'espèces viennent consommer, et puis là, il ne reste plus rien, et ce dernier loup qui passe sur le site. Et quand je vous disais la biodiversité associée, c'est absolument considérable le nombre d'invertébrés qui participent à la décomposition. Vraiment l'importance des cadavres, c'est un peu en marge de cette présentation, mais je pense que c'est quand même lié. Nous avons là un sujet pour nos objectifs de conservation de la nature. Passons au loup. Alors, vous avez à gauche une carte assez récente qui montre la répartition de l'espèce en Europe, avec pas mal de disparités. Une présence que l'on va retrouver sur l'ensemble des massifs montagneux, alors qu'en France, l'espèce avait disparu des plaines. C'est évidemment un prédateur d'ongulés, tout le monde le sait, une proie très importante pour la fixation des animaux dans un territoire, c'est le cerf. Le loup va évidemment consommer tout ce qu'il va trouver. Et là où il n'y a même plus d'ongulés, il s'est débrouillé malgré tout dans les temps historiques en devenant charognard et videur de poubelles. C'est un peu caricatural, mais pas loin. Mais dans la grande majorité de la présence de l'espèce, on va retrouver les ongulés dans son régime, qu'ils soient sauvages ou domestiques, bien évidemment, davantage sauvages que domestiques, évidemment aussi, tout simplement parce que la plupart du temps, le cheptel n'est pas présent en montagne en hiver et que les loups doivent évidemment trouver leurs ressources toute l'année. Donc, vous avez une répartition historique qui a été détaillée par François de Beaufort, qui a travaillé pendant 20 ans à collecter des données en France, qui montre que l'espèce était présente en 1800 dans l'ensemble du territoire. Vous voyez une régression qui est assez rapide et qui se termine dans les plaines du sud-ouest,
avec les derniers bastions dans des terrains qui étaient en fait des déprises des paysans morts à la Première Guerre mondiale, qui a donné lieu à des développements très importants de bruyères à balai et autres végétations très hautes, mais la bruyère à balai était probablement l'une des plus importantes, et ça faisait des refuges inextricables que les loups ont colonisés et dans lesquels ils se reproduisaient. C'est des milieux que l'on retrouve en Espagne, dans certaines parties en Castille-Léon, où on a ces grandes végétations de bruyères qui sont des refuges alors qu'on est dans des territoires complètement agricoles et cultivés. Quelques cartes qui montrent, et là c'est vraiment intéressant de voir comment la colonisation s'est faite dans l'ouest de l'Europe et en particulier en France. Ici, nous sommes en 1995, cette première carte, le loup est arrivé en 1992. À l'époque, on pouvait se poser la question entre les loups espagnols et les loups italiens, desquels arriveraient en France les premiers, parce que la dynamique espagnole était assez importante, même assez spectaculaire, plus importante en nombre que le côté italien. Mais c'est sans compter sur un point assez étonnant, c'est que ça a été montré par les généticiens. Les loups en Espagne, il se trouve qu'il y a moins d'individus disperseurs et que les disperseurs vont moins loin que le reste des loups qu'on a en Europe. Et on a une répartition de fait en Espagne qui est une très grosse tâche de présence assez compacte, avec bien sûr une diffusion et quelques individus qui colonisent malgré tout, mais beaucoup moins que ce qui s'est passé à partir de loups d'Europe centrale ou de l'Italie. Donc, carte suivante, on a une première apparition en Allemagne à la frontière de la Pologne, hein, aussi de la limite entre la Pologne et l'Allemagne, vous voyez le cercle rouge. Et puis en France, très rapidement, alors que les premières observations sont donc de tout début des années 90, on va avoir en 7 ans au moins un individu qui sera passé dans tous les massifs montagneux français. Et ça, c'est tout à fait remarquable. En 94, un premier individu qui parcourt les Vosges. En 97, un loup qui se fait tuer par une camionnette dans le Cantal, massif central. Et en 99, il y avait des rumeurs avant, un premier individu qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales. Les distances paraissent importantes, mais de la part du loup, on sait, et on l'a bien vu dans beaucoup de régions du monde, Amérique du Nord ou Europe, qu'il n'y a pas beaucoup d'obstacles qui l'empêchent de progresser. Et donc, la colonisation a été extrêmement efficace. La barrière que pourrait constituer la vallée du Rhône en France, parce que canal, TGV, autoroute et le Rhône lui-même, qui est un fleuve vraiment à courant important et large, bah, tout ça est tout à fait franchissable et il va tout simplement prendre les ponts, les tubes sous les routes pour passer avec les systèmes hydrauliques et évidemment des passages qui sont faits pour la faune. Il va faire feu de tout bois. En 2005, la progression continue en Allemagne et en France. Et là, ce qui va être très spectaculaire dans les cartes qui suivent, c'est que la progression en Allemagne va se faire en plaine, en zone très humanisée, mais elle va être 1,5 fois plus rapide que ce qui s'est passé globalement en France. Et globalement en France, ça se passe essentiellement en montagne. Donc, il avait disparu de la plaine, le revoici par la montagne, et on a déjà une grande différence entre ce qui se passe dans les plaines allemandes par rapport à ce qui se passe du côté français. Ici, cette dernière carte pour 2019, je n'ai pas trouvé de carte plus récente, mais peu importe, on voit bien l'idée. On a un certain nombre de points qui se retrouvent en dehors des montagnes, mais on va le voir un peu plus loin. Cela concerne évidemment des disperseurs. On peut avoir dans la population française de loups de l'ordre d'un tiers des individus qui sont des individus hors meute, en dispersion, ou tout simplement pas installés quelque part. Et donc, on a ce bruit de fond, en fait, d'animaux qui peuvent se déplacer relativement loin. Cette photo de loup en Roumanie, alors le format des loups en Roumanie, c'est pas celui des loups italiens. J'avais été très surpris quand j'avais vu cet individu-là dans le Maramuresh. On retrouve donc les loups de ce gabarit en Pologne et c'est cela qui arrive en Allemagne. Et maintenant, on a évidemment des localisations qui se font sur tous les fronts possibles. Et voilà un point important de ce qui s'est passé en Allemagne. C'est pas l'unique clé, mais c'est une des clés. Ce sont les camps militaires. Vous avez là des espaces très vastes, enfin relativement vastes, évidemment plein de ressources chevreuils et autres à pouvoir prédater. Et il est beaucoup plus sûr pour un loup de vivre dans un camp militaire que dans un espace soumis à la chasse classique, éventuellement même protégé. Et je vais vous faire le parallèle avec la France, où un des plus vieux cerfs français, 21 ans, a été retrouvé mort dans le champ de tir de missiles de la Courtine.
Donc pour beaucoup de cerfs aussi en France, il est beaucoup plus sûr de se trouver dans un camp militaire, y compris en champ de tir de missiles, que dans une forêt chassée de manière classique, où un cerf qui dépasse 4-5 ans a des grands bois sur la tête parce qu'il a fini son squelette et qui passe à la casserole très rapidement. Et donc les loups ont clairement, très clairement, ça a été montré par des modélisations, profité du réseau de camps militaires en Allemagne. On va faire trop de commentaires sur les camps militaires, mais on sait qu'il y en a beaucoup liés à l'après-guerre. Reprenons des cartes un peu plus précises avec des pattes tous les 2 ans à partir de l'Allemagne. Et vous voyez cette progression qui se fait dans un axe nord-ouest qui est rapide, et je vous le disais, 1,5 fois plus rapide que ce qui s'est fait en France, et donc hors des montagnes. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Ici, nous sommes en 2019, et nous avons déjà une première reproduction dans les Pays-Bas. Les Pays-Bas, la densité humaine, c'est la moitié de la densité qu'on a en Île-de-France. Donc c'est simplement pour dire que c'est une densité humaine qui est vraiment élevée, mais ça, c'est bien connu, avec un niveau d'infrastructure qui est très, très élevé. Et l'installation s'est faite dans une très belle région des Pays-Bas qui s'appelle le Veluwe. Vous voyez cette progression continue sur cette dernière carte de 2023 et c'est vraiment important. Au passage, les loups sont arrivés en Belgique, dans la partie Flandre et Wallonne, avec reproduction dans les deux territoires. Donc, bien évidemment, nous allons avoir aussi une recolonisation qui va se faire par ces régions-là sur le nord de la France. Jusque très récemment, tous les loups arrivés en France étaient d'origine italienne. Et ce n'est que très récemment qu'on a eu un premier loup d'origine germano-polonaise, qui d'ailleurs a passé quelques mois en France, a eu la mauvaise idée d'aller dans une ferme, et donc il a passé assez peu de temps avant de se faire tuer. Évidemment, d'autres individus arriveront, et ça va compléter le panel. On va se retrouver aussi avec une population qui va devenir une population européenne avec des mélanges entre les différentes sources, sachant que les généticiens déterminent évidemment très très clairement toutes les origines génétiques aujourd'hui. Il y a un point encore qui est important à ce stade de la présentation, c'est que les généticiens ont montré que dans la structuration génétique des populations actuellement présentes, France, Allemagne et autres pays d'origine de ces loups, l'influence des disperseurs se fait jusqu'à 850 km de distance. Donc on retrouve là des ordres de grandeur, des distances de dispersion élevées chez cet animal qui ne concernent pas tous les individus, mais qui sont des ordres de grandeur qui recoupent bien d'autres observations. On retrouve aussi l'effet fondateur des loups qui sont parvenus en Allemagne, par exemple, à partir des Alpes, parce qu'une grande partie des loups aussi en Allemagne viennent d'Italie. Là, on voit une recolonisation très nette à partir de la Pologne. Mais pour la partie alpine, on a pu déterminer un effectif fondateur qui était en dessous de 20 individus. Voilà le Véluve qui apparaît encerclé de rouge, et donc cette zone aux Pays-Bas. Actuellement, dans le Pays-Bas, il y a 9 meutes de loups, ce qui est quand même assez considérable quand je vous rappelle que la densité humaine aux Pays-Bas, c'est la moitié de celle d'Île-de-France. Donc c'est juste qu'on peut situer une densité humaine assez importante. On a aussi maintenant des reproductions en Belgique et des meutes qui s'installent, qui montrent la capacité de l'espèce à venir coloniser des régions très humanisées. Dans la recolonisation qui s'est faite en Allemagne, on a aussi des individus qui sont montés jusqu'en haut du Danemark. Donc on a vraiment une diffusion de l'espèce absolument partout. Ici, encore un mot sur la France et sur les cartes récentes pour parler d'un sujet qui est un sujet clé, qui est l'état de conservation du loup en France. En gros, on a de loups dans les Alpes, on en a plutôt davantage dans la moitié centrale et sud de les Alpes que la partie nord. La partie nord, l'établissement est plus récent, il a été beaucoup plus long et plus difficile. Mais si on cherche où l'espèce est reproduite en dehors de ce gros noyau qui concerne Alpes, Alpes du Sud et qui déborde en Provence, eh bien, on va trouver très peu de points. Donc, on va avoir une première reproduction qui a eu lieu dans les Vosges en 2013. A priori, ça ne s'est pas renouvelé, peut-être qu'on aura d'autres infos. On a les reproductions récentes dans le Jura, avec à peine arrivé des tirs, parce qu'évidemment, les loups ont eu la mauvaise idée de s'attaquer au fromage de comté. Donc, enjeu économique, forte tension, sujet certainement pas évident, mais c'est un fait que là, cette colonisation n'est pas évidente.
Pour le Massif central, on a eu une première reproduction en 2022. Peut-être qu'il y en a eu d'autres qui sont pas connues, mais enfin, c'est celle qui a pu être relevée. Il y a la présence assez étonnante dans le parc des Calanques à côté de Marseille. Mais vous voyez, depuis 30 ans, on devrait, et quand on compare avec l'Allemagne, avoir des reproductions nettement plus importantes en dehors du massif alpin. Et donc, on peut considérer que l'état de conservation du loup en France n'est pas excellent, d'autant plus que l'état de conservation se regarde en se fondant sur les domaines biogéographiques. Alors, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, mais il y a des domaines biogéographiques qui sont présents en France, dans lesquels on peut être certain que l'état de conservation n'est pas là. Donc globalement, il y a un vrai sujet. Ici, cette carte montre un point intéressant sur les capacités de dispersion d'espèces. Alors, mâles et femelles se dispersent. La proportion des individus disperseurs est plus élevée chez les mâles, mais les distances sont assez équivalentes entre mâles et femelles. Et les distances sont fréquemment de quelques dizaines de kilomètres. On n'a pas systématiquement des loups qui vont disperser à des très grandes distances. On a malgré tout des individus qui, de temps en temps, vont loin, et les distances les plus éloignées dépassent largement 1000 km. Donc, quand vous voyez ici ces rayons qui sont un peu fictifs à 150, 300 et 500 km, en gros, des Alpes, ça vous dit très clairement qu'avec la capacité de dispersion d'espèces, il est normal qu'il y ait des individus qui soient vus un peu partout en France, évidemment en fonction des capacités de refuge qu'ils vont trouver et des capacités à s'alimenter, donc avec les ongulés. Alors, les ongulés sont partout, donc là, probablement, la limite n'est pas là, c'est surtout la possibilité de trouver un endroit tranquille pour ne pas se faire tuer au premier détour. Mais nous avons donc quelques individus, alors un sur peut-être trois, au bout de la Bretagne, ce qui est quand même assez extraordinaire quand on pense à cette capacité à recoloniser. Le loup est aussi la seule espèce terrestre qui met en lien les espaces naturels à l'échelle de l'Europe, avec des distances de dispersion pareilles. Quand il a été question de continuité écologique, ça a fait grand débat il y a une quinzaine d'années après le Grenelle de l'environnement. Quand on choisissait des espèces pour discuter de ces enjeux, le loup était un excellent candidat pour parler du sujet à l'échelle européenne et à l'échelle d'une espèce terrestre, encore une fois. Alors, cette image, simplement pour dire qu'il est une évidence, et ça c'est connu depuis longtemps, que de toute façon, on a des prédateurs, on va avoir des problèmes avec l'élevage. Ici, c'est dans les Asturies avec des vaches. Nous avons évidemment le problème très aigu avec l'élevage ovin dans les Alpes. Et les moyens de protection ont été déclinés de ce qui était connu et été prouvé depuis des siècles, là où les loups n'avaient pas disparu. Et donc, il a fallu retrouver, réadapter, réorganiser les élevages pour faire cette mise en protection des troupeaux. Et donc, on a les parcs de contention. Ici, cette image, c'est en Roumanie où on a un troupeau très modeste avec 5 personnes. Ça, c'était chez nous le cas au 19e siècle. C'est plus ce qui se passe. Donc, on a des troupeaux qui sont importants, 1000, 2000, 3000, jusqu'à 3000 individus. Les parcs de contention, ça peut faire, comme vous le voyez sur cette pente, des dégâts importants au niveau, évidemment, faune-flore. Pour vous faire un dessin, on le voit très bien sur l'image. Les chiens de protection, c'est une déclinaison de plein de races. Il y a 40 races en Europe. Il y a plus de 7000 chiens mis en œuvre dans les Alpes pour protéger les troupeaux. Cela fonctionne bien, c'est facile à dire, mais on n'appuie pas sur un bouton comme une machine. Donc, c'est beaucoup de travail pour mettre en place ces chiens, les suivre et trouver les meilleures modalités d'efficacité. Évidemment, ces chiens font des bêtises. Donc là, vous avez à 2 km d'un troupeau dans les Asturies un loup et un chien de protection sur le même endroit. Ce chien s'était attrapé une marmotte et le berger est désespéré parce qu'il capture presque une marmotte par jour et qu'il y a pas mal de chiens qui le font. Donc évidemment, tout n'est pas parfait dans ce bas monde et les chiens sont extraordinaires pour faire la protection, mais font des bêtises. Les chiens ont été adaptés aux vaches avec la déprise agricole dans les Asturies. Donc ça peut nous inspirer lorsque l'on nous dit que c'est pas évident de protéger les troupeaux de vaches contre les loups. Donc ça a été fait dans les Asturies et ils l'ont fait depuis les années 80 avec la déprise agricole. Les chiens, c'est efficace, c'est bien connu. Là, c'est une observation que nous avions pu faire il y a déjà un moment de ce chien repoussant un ours. Ici, quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est tout ce qui a été développé dans les aides à l'élevage. Alors, il y a les aides d'État, je vais vous présenter quelques éléments après, et puis il y a les aides qui sont d'origine associative, et donc je souligne ici le programme Pastoralou de Ferrus, c'est maintenant 25 ans d'expérience,
800 bénévoles, 120 éleveurs, 15 508 jours de surveillance passés depuis que le programme existe, et puis beaucoup d'aides aux bergers, pas que la surveillance. Il y a eu moins de 1% de prédation pendant le temps de présence des bénévoles. Et puis, ça fait des rencontres, ça fait des gens qui se connaissent, ça fait des points de vue qui se confrontent. On a même des bénévoles qui sont devenus anti-loup, tout arrive. Et encore une fois, il est facile de parler du loup quand on est citadin. J'ai toujours beaucoup de prudence à parler de ces sujets-là parce qu'on n'est pas éleveur, on n'est pas berger. Et c'est évidemment pas évident de vivre l'insécurité de la prédation. On a un sujet important qui est le déclassement du loup qui a été sur la table tout récemment. Un point clé, ce sera l'état de conservation qui devra être évalué dans chaque État membre. Parce que si jamais le déclassement est obtenu, la commission de la Convention de Berne devrait se réunir d'ici cette fin d'année. Ça entraînerait un déclassement au niveau de la directive. Et la directive, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, vous inscrivez le loup en espèce chassable, hein, encore une fois, si tout cela est fait. Et puis en l'inscrivant en espèce chassable, la directive nous dit quand même, vous devez garder le loup en état de conservation convenable. Il se trouve que nous avions fait une note sur le point en 2023, et comme je l'évoquais tout à l'heure, l'état de conservation n'est pas tout à fait évident. Donc ce sera un sujet qui sera guerre technique et juridique, comme toujours, enfin guerre, je dirais, débat d'experts juridiques et techniques. Les dommages, vous l'avez vu, sur le lynx, c'est peu significatif. Sur l'ours, ça reste aussi des effectifs qui sont tout à fait modérés par rapport à la dimension économique de l'élevage à l'échelle des Pyrénées. C'est une paille. C'est évidemment, encore une fois, on n'est pas éleveur et pas berger, donc j'en parle avec précaution, mais au niveau économique, c'est une paille. Au niveau du loup, c'est pas pareil, mais là, on a un problème, c'est que les chiffres nous disent qu'il y a plus de 10 800 indemnisations en 2022, enfin, on est en plus de 10 000 depuis pas mal de temps. L'augmentation des loups n'entraîne pas une augmentation du nombre de ces dommages, mais ce qui est important de dire, c'est que les dommages comprennent ce que l'on appelle pudiquement loup non écarté. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas la réalité des dommages réellement réalisés par le loup. Donc on a là une valeur qui est vraiment biaisée. Et d'ailleurs là-dessus, on est record du monde, donc il y a un sujet. Il y a un sujet lié à cette dénomination loup non écarté et l'indemnisation qui est faite. Ce qui est important, c'est de bien noter qu'au niveau économique, les aides qui sont tout à fait significatives ont permis de revaloriser le métier de berger, à la fois sur le plan technique et économique. Le plan technique, un berger sert à quelque chose et il retrouve un sens. Nous devons signaler aussi, ça c'est très important parce qu'on n'entend pas cela dans la communication générale qui est faite par les médias, je ne parle pas des services techniques, parce que ces informations sont issues de documents produits par l'OFB, hein, bien évidemment. Lorsque l'on regarde la diminution globale de l'élevage ovin en France, qui est liée aussi à une diminution de la consommation de viande, tout simplement, si on fait le parallèle, mais aussi à tous les problèmes internationaux que rencontre cette filière, on va se rendre compte que là où il résiste le mieux, voire là où il réaugmente localement, c'est dans les zones loups. Donc, on a quand même cette information importante à dire qu'il n'y a pas une antinomie entre la présence des grands prédateurs, et en particulier du loup, mais c'est vrai aussi de l'ours dans les Pyrénées, et la présence de l'élevage. Il y a un sujet considérable, ensuite, qui serait l'objet d'un autre exposé, c'est la biodiversité dans tout ça, hein, parce que nous avons évidemment un élevage qui, même en montagne, est devenu un élevage de type intensif, avec des dégâts, y compris en zone centrale de parcs nationaux, je pense au Mercantour en particulier. Il faut aussi souligner un point important, les abattages sanitaires qui, pour des raisons de prophylaxie qui ne sont pas réalisées, font des pertes économiques qui sont très, très, très supérieures à tout ce que les loups ne feront jamais. Et la dernière en date, c'est la pieuvre catarrhale ovine qui arrive chez nous et qui va probablement faire de très, très gros dégâts. Ici, cette crotte d'ours sur une route, vous voyez, le village est à côté. Là, cet ours qui mange des pommes et qui n'était pas du tout perturbé par notre présence, on était une vingtaine. Et ça se passe, vous voyez la petite flèche, dans un village, dans les Abruzzes. Ici, le tourisme nature avec les gens qui cherchent les ours, avec des groupes parfois qui atteignent 100 personnes qui cherchent les animaux, ça ressemble à une digue avec des ornithologues sur un grand lac avec plein d'oiseaux de mer ou d'eau douce. Ici, les images qu'on va trouver dans les Abruzzes qui montrent le lien très particulier qu'il y a entre la population et ses grands prédateurs. Et en fait, ben, ils vendent tout simplement le fait que le territoire a son atout grand prédateur. On va retrouver ça en Allemagne avec ces images autour du lynx.
hein, c'est tout à fait dans la même mouvance. Alors en France, on n'en est pas là, hélas, et c'est pourtant un atout économique qui serait évidemment à relever. La première chose, c'est qu'il faut surtout pas chercher d'utilitarisme dans la présence de telle ou telle espèce, que ce soit un insecte ou un grand prédateur. Évidemment, les grands prédateurs ont un rôle clé dans les écosystèmes, mais nos écosystèmes sont tellement modifiés qu'ils ne peuvent pas tellement jouer ce rôle. Ils vont évidemment contrôler les densités d'ongulés, mais les densités d'ongulés dans nos régions, à part les parcs nationaux, et encore, les cerfs sont chassés dans le parc national des Cévennes, donc là, c'est pas tout à fait juste. Ils sont contrôlés par la chasse. Donc en fait, les populations d'ongulés se retrouvent contraintes dans des règles économiques qui sont liées à les pressions que peuvent exercer les forestiers et les agriculteurs ou les deux à la fois. Et donc le loup là-dessus n'a pas un rôle considérable. Vraiment, la clé de la biodiversité dans cette chaîne, hein, c'est dans le système herbivore, c'est les herbivores qui font le rôle d'agents diversifiants, l'hétérogénéité qui est associée à la biodiversité. Et nous, c'est évidemment la clé de voûte sommitale pour les contrôler, mais ben, ils font ce qu'ils peuvent dans nos régions modifiées. Il y en a beaucoup qui ont dit, après Robert Hénard, une forêt sans loup n'est pas une forêt ou sans ours. C'est évident que quand on se balade dans un espace où on pourrait être susceptible de croiser l'une de ces grandes espèces, ça vous donne une représentation différente d'une forêt qui ne les possède pas. Et puis, de toute façon, toutes les cultures du monde ont, d'une manière ou d'une autre, célébré ces présences. Donc, c'est une charge symbolique incroyable que l'on retrouve partout.